Le professeur Lessig va faire une petite introduction tout de suite. Toutes mes excuses, je vais parler de cette idée si tôt le matin, après la longue soirée d'hier, mais pensez à un alcoolique. Un alcoolique, il ne s'agit pas d'alcoolique dans la rue ou même d'un ancien alcoolique qui a pu s'en remettre grâce à Alcooliques Anonymes, mais un alcoolique de base. Quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour justement arriver à maîtriser son alcoolisme. Mais cet alcoolique, imaginez qu'en plus de sa dépendance à l'alcool, il a une deuxième dépendance dont il souffre. Et ce n'est pas une dépendance qu'il garde chez lui toute la journée. Ce n'est pas un ancien camé de la drogue, mais c'est néanmoins une addiction supplémentaire qui détourne son attention. Il a donc deux addictions, deux choses, deux dépendances qui le tiraillent, qui le rendent vulnérable, qui le rendent même dangereux, car il est susceptible aux tentations. Donc, ce qu'il doit faire, le tuyau pour lui, ce qu'il doit faire, c'est de contrôler, de réglementer ses addictions pour les maîtriser, les contrôler, pour ainsi dire. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'évoque cette image? Je crois que c'est une bonne image du gouvernement démocratique moderne. Parce qu'il y a ces deux choses qui nous tiraillent à chaque fois. Et il y a cette sorte de folie. Il y a la folie d'un côté, le peuple pousse le gouvernement de faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt public. Pensez à Eva Peron ou pensez au populisme qui a créé les bulles bancaires et d'immobilier aux États-Unis. Ou pensez à l'addiction aux intérêts spéciaux, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà en place essaient toujours d'influencer le gouvernement pour pouvoir en tirer les avantages aux États-Unis. Tout au moins, pensez à différentes questions politique où on voit ce genre de problème. Donc, tous ces intérêts tirent dans différents sens tout le temps. Donc, ça fait que le gouvernement est toujours vulnérable. Comme disent les défenseurs de liberté, c'est dangereux car on peut toujours exploiter cette tentation. L'une de ces deux sources peut exploiter cette situation. Il y a en tout cas les tentations de ceux qui sont déjà en place, des sortants, des pouvoir existant. Alors l'Internet, si c'est quelque chose, c'est une plateforme, c'est une architecture. C'est une architecture comportant des conséquences. Une architecture qui permet l'innovation ou qui permet tout au moins un certain style d'innovation, un certain genre d'innovation. Si on regarde l'histoire de l'innovation chez Internet, Netscape a commencé, il s'agissait de quelqu'un qui n'avait pas terminé l'université. Hotmail, c'était un immigré indien qui a été revendu à Microsoft pour 400 millions de dollars. ICQ, démarré par un jeune Israélien et son père était ici, l'a revendu à AOL pour 400 millions de dollars. Google a démarré, il s'agissait de deux mecs de Stanford qui n'ont pas eu le diplôme. Napster, c'était quelqu'un sans diplôme et quelqu'un d'autre qui n'était même pas allé à l'école, qui est ici aujourd'hui. YouTube, démarré par deux étudiants de Stanford. Skype démarré par des jeunes du Danemark et de la Suède. Et puis, bien entendu, Facebook et Twitter démarrés par des enfants. Alors, qu'est-ce qui réunit toutes ces innovations? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont toutes été faites par des enfants, des non-diplômés et des non-américains, c'est-à-dire des gens de l'extérieur. Voilà ce qu'a permis cette architecture. Les gens de l'extérieur, des nouveaux, ont pu innover. Alors, l'innovation de la part des gens de l'extérieur est une menace pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. Skype a été une menace pour les entreprises de téléphonie. Skype, menace pour les entreprises de télévision. Netflix, une menace pour le câble. Twitter, une menace pour quelqu'un qui est sain d'esprit. Donc, ceux qui sont sous menace répondent à la menace. C'est-à-dire que ils vont se retourner vers l'État démocratique moderne et ils vont utiliser la drogue préférée. Aux États-Unis, cette drogue, c'est en fait beaucoup d'argent pour les campagnes, pour ceux qui doivent faire campagne politique, afin de s'assurer justement contre l'arrivée de cette menace qui pèse sur ceux qui sont déjà en place. Voilà, je pense, qu'a raté le président Sarkozy hier.
Et la question de Jeff Jarvis, il a dit, le principe pour le G8, c'est que l'État ne doit pas nuire. Le président Sarkozy a dit non, mais nous avons des questions politiques, des décisions politiques importantes à résoudre. Mais voilà ce qui est important. Nous comprenons très bien qu'il y a des questions très difficiles à régler. S'agissant de la vie privée, de la sécurité, des droits d'auteur, des monopoles, on comprend ça très bien. Mais le problème, c'est quand on ne fait pas confiance aux réponses apportées par le gouvernement. Alors, il y a une bonne raison pour ne pas leur faire confiance, car à chaque fois qu'il a fallu apporter une réponse, la réponse apportée par le gouvernement démocratique moderne, ça a été en fait, faire quelque chose qui était très positif pour ceux qui étaient déjà en place, sans tenir compte, sans vraiment répondre, donner une réponse qui puisse vraiment encourager plus d'innovation. Par exemple, pensez aux droits d'auteur, à ces questions-là. Bien entendu, il nous faut un système de droits d'auteur qui garantisse que les créateurs soient rémunérés, qu'on puisse sécuriser leur indépendance pour qu'ils puissent créer. Personne ne dit le contraire. Nous avons besoin de ce système de protection. La question est la suivante. Ce n'est pas de savoir s'il faut protéger les droits d'auteur, non. La question est de savoir comment protéger les droits d'auteur dans l'ère numérique où l'architecture de droits d'auteur qui date du 19e siècle, est-ce que cela continue à fonctionner au XXIe siècle? Quelle serait une meilleure architecture, un meilleur système de droits d'auteur aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la question que se pose le gouvernement aujourd'hui? Je pense que non. Au lieu de se poser cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on propose de par le monde, surtout ici, et désolé à mes collègues en France, mais c'est un terme technique juridique, la proposition actuelle, c'est quelque chose qui est mort-né, cette idée de réponse graduée qui, en fait, est bénéfique à ceux qui sont en place. Cela ignore le potentiel d'innovation qui puisse venir grâce à une nouvelle architecture, un nouveau système de droit d'auteur. Il ne faut pas me croire là-dessus. Un rapport récent, le rapport Hargreaves du gouvernement conservateur en Grande-Bretagne, ils disent qu'il y a des lois sur le droit d'auteur qui ont été élaborées il y a plus de 300 ans pour donner des incitations d'innovation en protégeant les droits des créateurs. Aujourd'hui, ces mêmes lois sont un obstacle à l'innovation et à la croissance économique. Et c'est bien le cas. Pour ce qui est de la politique de droits d'auteur, il n'y a aucun doute qu'on peut dire qu'on a utilisé le pouvoir de ceux qui sont très connus au Royaume-Uni et cela a en fait nuit aux décisions politiques. Vous pensez à la politique du haut débit. L'Europe a connu beaucoup de succès pour qu'il y ait de la concurrence dans le domaine du haut débit, donc pour générer plus de croissance de Internet haut débit. Par contre, aux États-Unis, tout cela était un échec retentissant. Les États-Unis étaient premiers pour ce qui est de la pénétration du haut débit et maintenant on est 18e ou 28e selon. Ce changement-là, c'est justement à cause des décisions politiques qui ont empêché la concurrence dans le domaine des FAI de broadband. Ils avaient une réponse, les FAI, et ils ont trouvé des réponses qui étaient bénéfiques pour eux, mais qui ont anéanti toute l'incitation de concurrer entre eux. Donc, pas de concurrence entre eux, pas d'innovation. Si on regarde ces exemples, je crois que c'est tout à fait juste de dire qu'on est sceptique par rapport aux réponses des gouvernements modernes démocratiques. Il faudrait qu'on leur dise, faites attention à ceux qui sont déjà en place et qui vous proposent des solutions, car ceux qui sont en place, que eux veulent, ce n'est pas la même chose que vous. Vous êtes décideurs politiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est générer des bénéfices pour leurs entreprises. Vous devez vous occuper du bien public. Et c'est tout à fait juste si nous, on dit que jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce problème d'addiction, il faut qu'on insiste sur un minimalisme pour ce qui est de l'intervention de l'État. Le minimalisme dont Jeff Jarvis a parlé quand il a dit ne pas nuire. L'Internet qui accepte les principes d'ouverture, de liberté d'accès, un réseau neutre qui puisse garantir justement l'accès ouvert, afin de protéger ceux qui sont à l'extérieur pour l'instant. Car ce qu'on sait de cette réunion et de son rapport par rapport à l'avenir de l'Internet, il ne s'agit pas de Twitter, ni de Facebook, ni de Google.
ni même de Rupert Murdoch. L'avenir de l'Internet ne se trouve pas ici. Il n'a pas été invité. Il ne sait même pas comment se faire inviter, car pour l'instant, il ne s'intéresse pas aux forums, aux politiques comme là. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est de préserver l'architecture du réseau qui protège l'avenir, qui n'est pas encore là dans cette salle. Merci beaucoup.